une question, ça fait une excellente transition en fait. Voilà. Parce que Olivier va nous montrer comment on fait. Olivier Oberlin, chirurgien à Paris, va nous parler des nouvelles techniques chirurgicales mini-invasives de la prise en charge du diabète. Monsieur le Olivier. Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir organisé cette session sur un sujet qui nous tient à cœur effectivement au sein de la Société française de chirurgie pariétale et plus largement. Effectivement, je vais essayer de montrer des techniques qui sont moins invasives, peut-être que des grandes laparotomies, en tout cas qui donnent moins de cicatrices, et qui sont peut-être adaptées à certaines patientes. Je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et je trouvais que les discussions précédentes étaient très intéressantes. Effectivement, moi j'ai grandi avec l'idée reçue, transmise par mes maîtres, que le diastasis, c'était de la chirurgie esthétique et que, en tant que chirurgien digestif, nous n'avions pas à nous en occuper et que, en consultation, on était relativement libre d'envoyer rapidement les patientes voir un collègue chirurgien plasticien. Et puis, j'ai vu en consultation arriver des patientes comme ces deux patientes, par exemple, et je me suis dit qu'il y avait quand même vraiment un problème. On a déjà parlé de la persistance de l'abdomen de grossesse qui était rapportée par ces patientes qui disaient que les gens se levaient dans le métro pour leur laisser la place assise alors que leurs enfants avaient plus de 15 ans. Et puis de la gêne fonctionnelle lombaire ou autre que les patientes rapportent, on en a largement parlé. La chirurgie de diastasis sans hernie chez l'homme, on en a également parlé avec des photos qui rappellent des photos qu'on a vues précédemment. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que c'est une mauvaise idée. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée du contenant et du contenu. Vouloir réduire le contenant sans réduire le contenu n'aura pas d'impact. Et donc, il faut absolument se méfier de proposer un traitement à ces patients-là. C'est principalement l'obésité androïde, ça touche principalement les hommes. Et donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, les hommes et les femmes ne sont pas toujours égaux. En tout cas, il ne faut jamais le faire à visée esthétique et même plutôt se prévenir de le faire. Un problème effectivement par lequel on est arrivé, nous, chirurgiens pariétalistes, à se poser des questions sur le diastasis, c'est le problème de diastasis associé à une hernie ventrale médiane. Et on est venu à penser avec les années qu'il y a un intérêt majeur à reconstruire une ligne médiane complète afin de traiter le diastasis des muscles grand droits et le ou les orifices herniaires, avec un intérêt de ramener une sangle abdominale centrale qui est probablement fonctionnelle, difficile à mesurer. Aujourd'hui, la database du Club Hernie n'a pas un item spécifique sur le diastasis, mais on a commencé à colliger le diastasis et probablement qu'il faut qu'on étoffe les données concernant le diastasis pour mieux mesurer l'impact de son fait. Et on peut penser que de traiter le diastasis en même temps que la hernie va permettre d'éviter de répartir les tensions sur toute la hauteur de la ligne médiane et donc d'éviter des récidives des hernies médianes. Finalement, si je schématise une raphie longitudinale sur une hernie ombilicale, la raphie va concentrer l'ensemble des tensions exclusivement sur la zone fragile qu'on est venu pour réparer. D'où l'idée d'apporter la mise en place de prothèses qui sont maintenant utilisées quasiment systématiquement dès que l'hernie dépasse 1 cm. Quand on a une prothèse qui est mise en place, on va avoir une meilleure résistance aux tractions latérales qui vont s'exercer, mais si jamais notre raphie qui concentre la tension cède, la prothèse va se décaler d'un côté ou de l'autre, et puis on va avoir de la même manière des récidives que moi j'ai constatées chez des patients opérés par moi et par d'autres. Et donc, on a aujourd'hui des discussions qui sont sur la nécessité ou non de fermeture du trou. Peut-être faudrait-il comment vraiment fermer ce trou. Et on peut proposer des techniques de bridging où la prothèse est mise sans fermeture de l'orifice ombilical. Et on sait que dans ce cas-là, l'overlap, la surface de recouvrement de la prothèse doit être plus importante que ce que l'instinct nous prédit. Un chirurgien belge qui s'appelle Otters, que je salue ici, avait émis un ratio où il disait que la surface de la prothèse devait être égale à au moins 12 fois la surface du trou. Donc, ça fait tout de suite des grandes prothèses dès que le trou dépasse 3-4 cm. Mais je suis très d'accord dans la pratique avec cette théorie en cas de prothèse avec bridging sans fermeture du trou. Il faut probablement fermer transversalement plutôt que longitudinalement, et dans ce cas-là, négliger le diastasis. Mais je crois que la fermeture du diastasis sur toute sa hauteur, effaçant ainsi le diastasis et la hernie ombilicale, est un élément très intéressant de la réflexion récente sur le traitement de ces pathologies et pourrait probablement, peut-être en tout cas, permettre de se passer de prothèse. C'est effectivement une leçon qu'on a retenue des plasticiens dont on ne voit que très peu ou pas de récidive de diastasis alors qu'ils n'utilisent pas de prothèse. Alors, la voie mini-invasive dont je voulais vous parler, elle n'est probablement pas faite pour une patiente comme celle-là, qui a un diastasis très important, qui prédomine en sus ombilical, qui s'arrête quasiment à hauteur de l'ombilic, qui est associé à un excès
pondéral intra-abdominal, mais également sous-cutané important. Et celle-là, à l'évidence, elle ne pourra pas être traitée par voie mini-invasive. L'abdominoplastie de nos collègues plasticiens est probablement beaucoup plus adaptée. Cette patiente, moi, je l'avais traitée par une large laparotomie médiane, et vous avez le résultat avant et après de la réparation que j'avais faite. Il persistait un important excès sous-cutané graisseux qui a été traité ensuite par une abdominoplastie conventionnelle. Voilà l'exemple d'une patiente de 40 ans qui, après 3 grossesses, a gardé un morphotype très longiligne, un IMC à 19, et qui se plaint d'une hernie gênante. Et hop, c'est pas ça. Voilà une façon de traiter un diastasis qui n'est pas très important, mais qui était associé à une hernie dont on a du mal à percevoir le collet, mais qui mesure 3 à 4 cm de large. Et on a réalisé pour cette patiente une raphie du diastasis, une raphie longitudinale médiane, qui est difficile à faire du fait d'une suture qui est perpendiculaire à l'arrivée des trocars qu'on met dans le flanc gauche. Mais ainsi, la raphie va effacer et le diastasis et la hernie ombilicale. Cette patiente n'avait pas du tout d'excès sous-cutané ou graisseux. Le centrage de la graisse sous-cutanée apporté par le diastasis est effectivement un problème. Chez cette patiente qui n'avait que très peu de graisse sous-cutanée, ça n'avait pas été. Donc, c'est une première technique de réaliser une raphie sous célioscopie, éventuellement associée à la mise en place d'une prothèse, en réalisant finalement une IPOM plus. L'IPOM, c'est la prothèse intrapéritonéale qu'on vient mettre au plafond, qui devient IPOM plus quand on fait une fermeture du trou. Et je dirais que l'IPOM plus, c'est quand on va faire une suture de toute la hauteur du diastasis pour reconstituer une ligne médiane complète. Et dans l'expérience qu'on a jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai toujours mis des prothèses dans ces situations. Voilà un patient qui a un morphotype très différent. Il a 72 ans, il est très sportif, il a un indice de masse corporelle à 29. Et lui, il vient parce qu'il a une hernie ombilicale qui est fort gênante, ainsi qu'une hernie de la ligne blanche très ancienne et également gênante. Et donc, chez ce patient, on a réalisé également un abord par voie célioscopique dans le flanc gauche, en commençant par abaisser la graisse du ligament rond, réduire le contenu de la hernie épigastrique, qui est purement graisseux, qui correspond à la graisse du ligament rond. On expose ainsi le diastasis sur toute sa largeur au niveau de sa face postérieure. On réduit secondairement donc, la hernie ombilicale, qui a un contenu également qui est purement graisseux. Et donc, chez ce patient, l'idée est que la reconstitution d'une ligne médiane complète, alors que le diastasis mesurait 4 cm chez lui, va être un élément de solidité du résultat définitif. La raphie, cette fois-ci, je ne l'ai pas réalisée par voie célioscopique. Dans cette technique, on réalise des points transfaciaux qui sont passés à l'aiguille de Reverdin, des points transfaciaux qui vont être répartis sur toute la hauteur du diastasis. On fera une ligature des différentes sutures dans un second temps, afin d'obtenir une mise en tension qui soit homogène. Donc, on s'étend jusqu'en sous-ombilical, en étant partie de l'ombilic, de l'axiphoïde. Voilà. Les hernies sont là, on peut, pour limiter l'effet de sérum post-opératoire, fixer la peau ombilicale qui est souvent assez fine, en se méfiant donc au plan aponébrotique pour garder un ombilic qui soit bien invaginé. Il est recommandé de baisser la pression d'insufflation à 8 mm, on travaille sous 12 mm de mercure, à 8 mm de mercure lors de la raphie, qui permet de recentrer complètement les muscles abdominaux et qui va donc totalement effacer le diastasis. Voilà la vue externe, des nœuds qui sont faits en transcutané, qui vont effacer le diastasis et les deux hernies. On va ainsi reconstituer une ligne médiane complète. Et donc, chez ce patient, comme chez la patiente précédente, de par notre culture, je pense de chirurgiens pariétalistes, on associe la mise en place d'un renfort prothétique biface intrapéritonéal qui va être fixé par des agrafes à la face postérieure qui va stabiliser la totalité de la paroi abdominale. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait se passer de ces prothèses aujourd'hui? Voilà une deuxième stratégie qui ne laisse que des cicatrices de célioscopie et des points d'entrée d'aiguille pour traiter un diastasis associé à des hernies. Ce sont les patients qu'on voit.
j'ai pour habitude de fixer ensuite le ligament rond à la prothèse. Ces prothèses bifaces sont rarement aussi anti-adhérentielles qu'on l'espère, et c'est un des écueils probablement de ces chirurgies avec prothèse intrapéritonéale, c'est que la sécurité de ces prothèses intrapéritonéales est bonne, mais elle n'est probablement pas suffisante, et pas excellente en tout cas. Voilà le résultat scanographique de ce diastasis avec donc une hernie de la région ombilicale. Alors ça, c'est un autre patient, pardon, c'est un autre patient que j'avais opéré qui avait lui une hernie ombilicale avec un diastasis qui était non négligeable, et le résultat après une chirurgie exactement de ce type que j'avais fait, on voit des agrafes métalliques que j'avais utilisées pour fixer la prothèse intrapéritonéale, et on voit que le diastasis a été complètement effacé avec des muscles qui sont revenus l'un contre l'autre. La troisième technique mini-invasive qu'on peut être amené à proposer à des patients, c'est une technique avec un abord robotique qui va retrouver l'espace rétromusculaire pour la mise en place de la prothèse. Cet espace rétromusculaire préaponevrotique, l'espace de l'intervention de Rives-Topa, est très difficile à aborder avec une célioscopie conventionnelle du fait du caractère tangentiel des instruments. Et grâce à l'utilisation d'un outil robotique, on va pouvoir débuter par un abord latéral gauche l'ouverture de la gaine postérieure des muscles grand droit près de la ligne semi-lunaire, cheminer dans l'espace rétromusculaire jusqu'à hauteur du diastasis. À ce niveau-là, on ouvre la gaine postérieure du muscle grand droit, on chemine dans l'espace rétromusculaire contralatéral en ouvrant la gaine contralatérale jusqu'à la ligne semi-lunaire contralatérale. On peut ensuite rapprocher les deux aponevroses antérieures par un surjet aponevrotique et positionner une prothèse rétromusculaire. Et ensuite, la fin de l'intervention consiste à fermer la voie d'abord de cet espace rétromusculaire prépéritonéal. Alors, l'utilisation de l'outil robotique est très intéressante puisque là, on va se passer, donc, on a utilisé l'articulation de l'appareil robotique pour pouvoir avoir un abord de cet espace. Et l'effet tangentiel est beaucoup moins difficile. D'une part, l'effet tangentiel des instruments pour la dissection, et d'autre part, le caractère perpendiculaire aux instruments de la suture pour être contrecarré par l'articulation du robot. Donc ici, on a ouvert la gaine rétromusculaire homolatérale à notre trocar côté gauche. On ouvre le bord interne de la gaine du muscle grand droit homolatéral. On pénètre en arrière du diastasis dans l'épaisseur du ligament rond. Il faut à ce moment-là veiller à ne pas avoir d'abord intrapéritonéal. Et on ouvre la gaine contralatérale, l'espace contralatéral rétromusculaire. Et on va ainsi exposer les deux muscles grand droit avec la ligne blanche élargie, le diastasis, qui est visible au milieu. Je recommande de toujours faire la dissection au-dessus et en dessous de l'orifice ombilical quand il y a une hernie ombilicale associée, car c'est toujours la zone la plus difficile à aborder. On traite enfin l'espace rétromusculaire dans sa totalité en ayant réduit le contenu de la hernie. La RAFI donc, est largement aidée par l'articulation des instruments. L'utilisation d'un fil cranté permet d'avoir une mise en tension qui soit progressive, toujours en ayant baissé la pression d'insufflation un peu plus. Et donc, on va pouvoir effacer totalement le diastasis sur toute sa largeur en rapprochant, en accolant les deux muscles grand droit l'un à l'autre. Et vous voyez qu'on ne prend pas les berges de la hernie, mais on prend véritablement le bord interne des muscles grand droit de part et d'autre. Et on a ainsi effacé en totalité le diastasis. Et les deux muscles grand droit se retrouvent tout à fait accolés l'un à l'autre. On continue dans notre culture de chirurgien digestif. Peut-être qu'on arrêtera un jour à positionner un renfort rétromusculaire. Est-ce que la répartition de la tension de notre RAFI sur toute la hauteur de l'abdomen permettrait de se passer de ces prothèses? Je crois que c'est vraiment un sujet d'intérêt et d'avenir. Donc, les renforts ici auto-agrippants sont positionnés dans l'espace rétromusculaire et l'intervention est achevée par une fermeture de la ligne semi-lunaire homolatérale par laquelle toute notre dissection a eu lieu. Et grâce de la fermeture des brèches. Les derniers types de RAFI mini-invasives dont je voulais vous parler sont celles qu'on a déjà largement évoquées, dont la DREAM, qui va nous être présentée par Philippe No, est aujourd'hui en France la technique la plus pratiquée. Elles consistent toutes à envisager d'aborder le diastasis non pas par en arrière, comme les techniques précédentes qu'on a vues, mais par en avant, en passant dans l'espace sous-cutanéo-graisseux par un abord mini-invasif, finalement passer dans le même plan que celui de l'abdominoplastie conventionnelle des plasticiens, mais à l'aide de techniques mini-invasives. Voilà l'exemple d'une patiente jeune, relativement longiligne, avec un certain excès cutané
périombilical sans excès cutané suspubien, avec un diastasis non négligeable, qui nous a semblé pouvoir relever de ce type de stratégie. L'utilisation d'un dispositif GelPoint qui va se clipser sur une jupe d'Alexis est intéressante. Le début de la dissection se fait par une incision arciforme périombilicale. Et l'Alexis permet, après une première dissection qui est périombilicale et la mise en place de ce dispositif GelPoint, d'avoir un accès célioscopique avec insufflation à l'espace pré-aponevrotique et est réalisé en avant du diastasis des muscles grand droit, une dissection qui s'étend de l'ombilic jusqu'à la xiphoïde et qui va permettre de libérer la graisse et d'exposer complètement la face antérieure du diastasis. On peut céder de la coagulation pour vérifier les bords internes des muscles grand droit qui vont se contracter sous l'effet de l'électricité du coagulateur. On devine, alors là c'est pour vérifier la bonne symétrie, parce qu'en mini-invasif, on a toujours des difficultés pour avoir une bonne symétrie, et donc la mise en place d'une aiguille dans la xiphoïde permet de vérifier la bonne symétrie de notre dissection. Voilà l'aspect extérieur avec le GelPoint en place et la voussure qui est entraînée par le pneumopéritoine, enfin l'insufflation précutanée graisseuse. Et voici la raphie longitudinale qui est faite effectivement en prenant plutôt la face antérieure de la gaine des droits plutôt que le bord interne. Un fil cranté est assez utile pour avoir une bonne efficacité et une mise en tension qui soit progressive. Enfin, le diastasis qui s'élargit progressivement jusqu'à proximité de l'ombilic. Voilà ici la contraction musculaire, et sur le diastasis, la contraction musculaire qui disparaît et qui va réapparaître de l'autre côté, signifiant le bord interne des muscles grand droit, qu'on va pouvoir ainsi rapprocher sur la totalité de leur hauteur. La fin de cette raphie, la partie périombilicale pure, pourra être faite par voie ouverte au travers de la jupe d'Alexis, qui nous permet de décaler la suture. Et donc, la fin du rapprochement sera réalisée entre guillemets, par voie ouverte. Le capitonnage du tissu graisseux sous-cutané qui a été décollé est un élément important dans la prévention du sérome. Dans cette expérience, j'ai réalisé des points séparés et j'ai depuis fait l'expérience d'utiliser un surjet longitudinal pour rapprocher de manière plus globale. Dans cette technique, j'ai fait cette technique avec un plasticien qui a fait une technique de type round block avec une résection circulaire dite en donut de la peau périombilicale, qui donne un aspect qui est initialement radiaire, flétri, mais qui doit s'améliorer avec le temps dans son expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Écoute, tu donnes le pied à Philippe pour parler du DREAM, mais avant, je voudrais quand même qu'on revienne sur ces techniques mini-invasives postérieures qui ont une inconnue quand même, que tu ne montres pas d'ailleurs, quand tu les réalises, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du mur quand tu plicatures par en dedans, quand tu invagines, comment ça se passe au niveau cutané? Oui, quand j'évagine, en fait. Quand j'évagine, effectivement, l'excès d'aponévrose qui se retrouve propulsé vers le haut en sous-cutané. Alors, effectivement, il y a un aspect qui est assez caractéristique initialement de barre verticale qui est ressenti par les patients, qui ressentent une remise en tension de leur ligne médiane globale. Mais il y a un aspect de bourrelet sous-cutané médian qui est pas négligeable au début et puis qui a tendance quand même à s'estomper franchement avec le temps. L'expérience qu'on a eue là-dessus était plutôt favorable, mais effectivement, il y a d'une part cet effet de rapprochement, de refouler l'excès aponévrotique vers l'avant, et puis il y a aussi la concentration de la graisse sous-cutanée. Donc, quand le diastasis est très large, que l'épaisseur de graisse sous-cutanée n'est pas négligeable, et bien, si le diastasis fait 5 cm de large, toute cette graisse de 5 cm de large va se retrouver propulsée en avant, et donc il est effectivement logique d'envisager de traiter l'excès cutanéo-graisseux s'il y a un excès cutanéo-graisseux. Donc, je le garde exclusivement pour des patients qui sont relativement longiligne. Il ne faut pas que les patients soient trop maigres non plus, mais il faut avoir un morphotype standard pour que le bourrelet soit perceptible au début, mais disparaisse ensuite, et que la concentration de la graisse ne soit pas trop importante. Alors, qu'est-ce qui va te faire choisir entre un IPOM+, un robot
Une suture simple. C'est une bonne question. Alors, la technique robotique, elle est aujourd'hui en cours d'évaluation, en particulier au sein de la Société française de chirurgie pariétale Club Hernie. On a un essai prospectif qui n'est pas randomisé, dont on est en train de finir les inclusions et qui nous permettra d'avoir une bonne évaluation de cette stratégie. Donc aujourd'hui, on l'a pratiqué dans le cadre de cet essai. Je pense que c'est une technique très intéressante parce qu'elle est prothétique, parce qu'elle met la prothèse dans le bon plan. La technique que je vous ai montrée avec une raphie transfaciale, avec des points séparés transfaciales, elle est extrêmement robuste et je pense qu'elle est adaptée aux patients qui ont un excès pondéral, alors que la technique sous-cutanéo-graisseuse me paraît devoir être réservée aux patienteux dans des situations de diastasis persistante du postpartum. Donc, mais effectivement, le panel de ces indications est encore en cours de définition. Je me plais souvent à dire que dans la hernie inguinale, on a aujourd'hui, globalement, on sait ce qui est le mieux. Le mieux, c'est une prothèse prépéritonéale, probablement par voie célioscopique. Pour les hernies ventrales et les hernies ombilicales, la question est encore plus complexe quand on parle de diastasis. Il est difficile d'établir un gold standard. C'est sur mon habitude que je vous ai décrite initialement. Je voulais rendre la parole à Jean-Louis Grelot qui avait posé la question de la laparoscopie. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Je vois. Ah, voilà. Jean-Louis. Oui, effectivement, vous corrigez Jean-Louis, le micro, s'il te plaît. Il est branché, mon micro. Non, ça ne marche pas. Alors, je réactive. Oui, là, vous m'entendez? Le micro marche pour ceux qui sont en visio. Ben là, vous m'entendez? Je vais te poser une question pendant qu'on retrouve le micro. Est-ce que tu pratiques des incisions de décharge? Pas dans ces indications-là. J'en ai pas pratiqué. Je suis intéressé de connaître votre expérience sur ce sujet. Hubert, oui. Alors pour les hernies antérieures, les recommandations internationales nous demandent de poser une plaque. Bon. Quand tu opères ces patients, et donc tu nous as laissé entendre que tu avais quelques doutes sur la nécessité de mettre systématiquement une plaque parce que la suture pouvait s'avérer. Donc, est-ce que tu les fais parce que c'est les recommandations internationales ou est-ce que tu penses qu'on pourrait évoluer vers une suture simple dans de bonnes conditions, de qualité satisfaisante? Et j'ai une question subsidiaire, c'est tous ces patients que tu opères, ils ont tous une ceinture de contention pendant combien de temps? Alors, c'est vrai qu'il y a peu d'évidence-based medicine sur la deuxième question. Moi, j'ai tendance à proposer une ceinture de contention systématique pendant 15 jours diurne et nocturne et pendant 15 jours supplémentaires durant la journée et de continuer ensuite en fonction des efforts. Donc, je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit par notre collègue plasticien. La première question, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir limiter les indications de prothèse. Les recommandations actuelles qui ont été faites pour des réparations hernières, soit par raphie pure, enfin, qui ont été faites habituellement pour des rafis. Quand on a comparé prothèse et pas de prothèse, les rafis étaient en général des rafis exclusivement concentrés sur l'orifice hernière. Et je pense que de rétablir une sangle abdominale en rapprochant les muscles grand droits sur toute leur hauteur répartit les tensions. Et je suis assez convaincu que ça diminue les taux de récidive. Alors après ça, il faudra vérifier dans quelle mesure c'est le cas. Je pense qu'on est, je pense, assez nombreux, et je crois qu'on fait partie, à penser qu'on doit pouvoir limiter les indications de prothèse. La difficulté va être de savoir où se trouve la limite. Probablement qu'il faudra... Moi, j'ai commencé à titre personnel à le faire pour des hernies qui mesurent entre 10 et 20 mm. En dessous de 10 mm, on sait qu'on a encore le choix. Entre 10 et 20 mm, on n'est pas très loin. Et chez des patientes longilignes, chez qui je réalise une raphie longitudinale très étendue, j'ai commencé à éviter de faire une dissection rétromusculaire pour aller mettre en place une prothèse rétromusculaire dans l'idée de diminuer la morbidité potentielle de cette prothèse rétromusculaire avec des éventuels saignements dans l'espace rétromusculaire, d'éventuels sepsis qui ne sont pas très fréquents mais qui surviennent, qui sont embêtants. Donc, je commence à pas de loup. On a tous la même évolution, en tout cas théorique. On va voir si Jean-Louis Grelot est revenu. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend.
Oui, on partage cette idée que si on a il faut avoir une réparation qui est exiphopubienne, parce que sinon on concentre toute l'attention, et même si ça cicatrisait, on aurait des voussures de part et d'autre. Donc non seulement on n'est pas très efficace et il y a un risque de récidive. Après, nous, dans notre expérience, clairement, la gaine antérieure des droits, elle est suffisamment solide et il n'y a pas besoin, sauf exception, c'est-à-dire que quand si vraiment il y a une perte du contenu, on n'a pas de difficulté. Dans votre cas, si on a un contenu qui reste fort, effectivement, on a peut-être besoin de renforcer ça par une prothèse. La question du décollement sous-cutané pour éviter une voussure médiane par concentration du tissu sous-cutané, c'est une vraie question, quoi. Parce que si on a des diastasis qui sont plus larges, et vous avez parlé de 5 cm, mais moi, ça m'est arrivé de corriger des diastasis qui font plus de 5 cm. Et dans les exemples que je vous ai montrés, il y en avait certains qui faisaient au-delà de 10 cm. Le problème, c'est que si on ne décolle pas latéralement, effectivement, on aura une voussure et secondairement, on sera obligé de faire au moins un décollement sous-cutané, voire une résection cutanée. Donc, on en arrive finalement à faire 2 interventions quand on peut en faire une. Donc, je pense que vos techniques, elles ont certainement des indications, mais est-ce que ça correspond à la majorité des indications qu'on rencontre, nous? Je ne suis pas absolument certain. Et quant à la concentration cutanée périombilicale, ben, je vous souhaite bien du courage pour que ça s'améliore avec le temps. Parce que ce gros fripé périombilical, ben, on a tous essayé et ça marche en général pas très bien. On a une espèce d'ombilique qui ressemble à une espèce de soleil après. Et enfin, je vous souhaite que ça s'arrange, mais dans l'expérience qu'on en a, on n'est pas très efficace de ce point de vue-là. Alors, Philippe, je crois que tu veux répondre? Juste préciser 2 choses différentes. Quand on parle de prothèse, je trouve qu'on n'est pas très précis. Est-ce qu'on met une prothèse pour traiter les hernies ou est-ce qu'on met une prothèse pour traiter le diastasis? Nous, notre position, c'est que pour le diastasis, la suture aponévrotique est toujours nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante? On ne le sait pas. Mais nos collègues plasticiens qui pratiquent ça depuis longtemps nous ont dit que ça marchait bien. Et je crois que c'est vrai. Maintenant, pour ce qui est de la suture hernière, on a dit qu'il va y avoir des récidives plus importantes, mais parce que la suture de l'orifice se fait sur une aponévrose de la ligne blanche extrêmement fragile. Là, on ne parle plus de la même suture, on parle de la suture de l'orifice qui va être recouvert et renforcé par la suture des bords internes des doigts qui, eux, sont constitués de tissus d'excellente qualité. Donc, de dire plus d'1 centimètre, je mets une prothèse, ça se discute. Mais encore faut-il le prouver. Bon, je crois d'ailleurs que tu t'introduis toi-même, si j'ose dire, puisque tu vas nous faire part maintenant, à moins qu'il y ait une dernière question. Non, je peux le faire après, mon ami Après Philippe, parce que c'est une question de revenir, de profiter de votre présence et du club de la chirurgie pariétale pour vous poser une question qui me travaille depuis longtemps. Vous avez dit, après les césariennes, il y a des diastasistes. Est-ce que vous avez des études qui ont été voir les gens qui font des césariennes en leur disant de comparer une transversale, un Mouchel, une médiane et le fameux Cohen, où ils tirent les droits comme des fous et on n'a pas de diastasis parfois, et parfois on en a. Donc j'aimerais bien qu'un jour votre club s'engage vis-à-vis des obstétriciens pour qu'enfin ils répondent à cette question en faisant une étude prospective. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? On peut peut-être prendre l'engagement parce que je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question. Effectivement, les publications font état de diastasis plus fréquemment observées après césarienne, lorsqu'il y a eu un accouchement par césarienne. Oui, mais ma question, c'est quelle est la voie d'abord qu'il faudrait choisir pour la césarienne? Je n'ai pas la réponse. Parce que c'est profiter d'un club comme le vôtre. Il faut aller pousser les obstétriciens à fond pour qu'ils répondent à votre question. Alors, on va vous donner du travail, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des registres qui se constituent. Mais là, vous posez une question claire. Est-ce qu'il faut une prothèse ou pas, en plus de la réparation du diastasis? Est-ce que vous imaginez de faire une étude randomisée, ce qui serait tout à fait acceptable et permettrait de répondre? Parce qu'on n'a pas eu de résultat. Alors, dans votre présentation. On va y venir, tout à fait acceptable, oui, en l'état, parce que les recommandations sont faibles, avec un niveau de... Mais sur des petites hernies. Enfin, on va en parler.